Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire en ce début d'année 2026. Et d'abord, je vais profiter de cette occasion pour vous souhaiter à vous tous, à ceux qui nous suivez, que ce soit sur YouTube, sur nos autres réseaux sociaux ou sur notre portail numérique fpop.media, de vous souhaiter une excellente année 2026 à vous tous et ainsi qu'à vos proches, en espérant que la fortune vous sourit et que cette année ne soit pas marquée pour vous par trop de difficultés, mais des succès. Une pensée également pour tous ceux qui ont commencé cette année dans les difficultés, parce qu'il y en a, il y a certains, et d'ailleurs je les salue, certains de nos amis et de ceux qui nous suivent se reconnaîtront, je les salue, ceux qui ont commencé cette année avec une maladie qu'ils traînent et contre laquelle ils luttent. Je salue également ceux qui sont dans diverses difficultés, ceux qui sont seuls, et ceux qui sont dans des difficultés financières, il y en a malheureusement de plus en plus dans notre beau pays. Et puis, cette année 2026 commence sous de mauvais auspices, les auspices de la guerre, avec cette opération spectaculaire préparée de longue date, comme vous le savez, par les États-Unis au Venezuela, avec la capture du président Maduro. Alors, ce n'est pas le seul conflit, hein. Le conflit en Ukraine continue. On reviendra dessus dans d'autres vidéos. Il n'est pas prêt de se régler, malheureusement, et il y a, comme le croit John Mearsheimer, plutôt toutes les chances que ce conflit se règle sur le champ de bataille. Un potentiel conflit va éclater également en Iran, où il y a en ce moment des manifestations importantes contre le régime en raison de la vie chère. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on en dit dans les médias. On en parlera, on l'abordera également dans une prochaine vidéo et dans des articles sur fpop.media. Et puis, vous l'avez peut-être lu sur notre site, le conflit, la guerre civile recommence de plus belle au Yémen par proxy interposé et c'est un conflit plus large dans le Golfe, cette fois entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui pour le moment s'affrontent sur le terrain au Yémen avec des factions opposées. Donc c'est un monde tendu, en changement profond, on l'a suffisamment abordé et l'événement au Venezuela n'en est qu'un aspect. L'opération américaine contre Maduro apparaît comme un changement de régime discret, facilité par la corruption interne et l'absence de résistance militaire, et qui vise à sécuriser le pétrole et l'influence régionale des États-Unis. Elle révèle aussi la faiblesse d'action des BRICS en Amérique latine, met en difficulté le Brésil à terme et accélère la fin d'un ordre international fondé sur le droit, tout en ouvrant une phase d'instabilité et de rivalité de puissance accrue, tant au Venezuela qu'à l'échelle mondiale. Car oui, au Venezuela, les choses ne sont pas réglées. Donc Nicolás Maduro était un dirigeant autoritaire qui, certes, on peut le considérer, a opprimé partiellement son peuple et conduit son pays dans une situation catastrophique. C'est un fait, mais ce n'est pas l'enjeu central ici. Se focaliser exclusivement sur ce point, comme le font certains en se félicitant du renversement de Maduro, c'est passer à côté de la vérité, de la véritable question des relations internationales. Et le véritable problème posé par l'intervention américaine est celui de la souveraineté que nous défendons ici à Fréquence Populaire. La souveraineté signifie que chaque État est maître de son territoire et de son régime politique, quel qu'il soit. L'ingérence extérieure dans les affaires internes d'un pays contrevient à ce principe fondamental. Remettre en cause ce principe est extrêmement dangereux. Si l'on admet qu'aujourd'hui les États-Unis peuvent renverser un dirigeant au motif qu'il ne correspond pas aux standards politiques occidentaux, alors il faut aussi accepter l'hypothèse que demain la Chine ou toute autre puissance puisse agir de même. Encore une fois, l'Occident ouvre une boîte de Pandore qui, en général, lui explose à la face. Sommes-nous réellement prêts à valider ce précédent ? Bon, en même temps, ne faisons pas comme si les USA n'avaient pas déjà agi de la sorte par le passé. En réalité, nous en sommes à plus de 100 opérations
de régime change, de changement de régime, de coup d'État, d'assassinat de dirigeants haut placés, depuis la Deuxième Guerre mondiale, à rien que pour les États-Unis. Ce qui met clairement en cause les valeurs prétendument défendues en Occident et manifeste le double standard qui n'apparaît pas seulement maintenant, comme le prétend Gérard Haro, par exemple, d'ailleurs dans des messages sur X fort justes, mais qui est structurel aux relations internationales, en particulier telles qu'elles sont vues par les États-Unis, et a contribué à saborder les relations internationales, ce qui se fait actuellement de manière accélérée. C'est cette réflexion de fond qui importe bien davantage qu'un récit simpliste opposant un dictateur, entre guillemets, à un justicier, entre guillemets, le dictateur étant Maduro et le justicier étant Donald Trump. Je prends ces termes car chez certains, c'est comme ça qu'ils le voient, sans se rendre compte des conséquences lourdes que tout cela implique. Prétendent agir au nom du droit en détruisant le droit et en bafouant la souveraineté d'un État ne mènera qu'à la ruine. Et puis aussi, il faut rappeler ce que certains semblent oublier très très vite, y compris nos journalistes. J'ai été un des premiers à critiquer, en tout cas il y a de ça quelques années, Maduro au Venezuela. Non pas parce que je critiquerais le régime chaviste, mais parce que j'ai été un peu surpris par l'inefficacité assez notable de l'État vénézuélien, en particulier depuis que Maduro le préside, tout en ayant autant de moyens, en particulier de ressources, en particulier le pétrole, puisque n'oublions pas, et c'est l'enjeu principal de cette intervention américaine, le Venezuela a les réserves avérées de pétrole les plus importantes au monde. 308 milliards de barils estimés. Et évidemment, ça rend le gâteau très intéressant. Mais je reviens à ce que je disais sur Maduro. Certes, on peut le critiquer, mais on ne peut pas oublier aussi facilement ce que font certains, eh bien, toutes les tentatives de déstabilisation et de coup d'État que subit le Venezuela depuis déjà 25 ans, que l'on aime ou que l'on n'aime pas les dirigeants actuels au Venezuela. Il faut bien se rendre compte qu'une telle déstabilisation permanente, continue, d'un pays sur un autre, ici les États-Unis, mais aidés de l'Union européenne et du Canada, sur un pays, le Venezuela, eh bien, ne peut conduire qu'à des difficultés d'abord économiques dans ce pays et évidemment des difficultés politiques, un raidissement du régime et très très peu de chances accordées à la démocratie, surtout si ceux qui s'opposent au régime sont systématiquement soutenus, financés, parfois armés, par les États-Unis. Donc je rappellerai que le 11 avril 2002, eh bien, c'était Hugo Chavez qui était encore président. Il y a eu un coup d'État organisé en tout cas qui est mis en place au pouvoir pendant moins de 2 jours, un certain Pedro Carmona Estanga, lequel était soutenu entre autres par une certaine Madame Machado, oui, celle qui a reçu le prix Nobel de la paix l'année dernière, et c'est elle qui avait signé le décret Carmona qui dissolvait d'un trait de plume l'Assemblée nationale élue. Mais ce n'était pas le seul. Tout au long des années, depuis 2000, les États-Unis ont financé tout ce qui pouvait être financé et qui s'opposait au régime de Chavez, puis de Maduro. Si on prend l'année entre 2002 et 2004, la NED, la National Endowment for Democracy, c'est-à-dire le bras civil, disons, de la CIA, a financé en 2 ans pour $800 000 d'aide aux anti-chavistes. Alors on le sait, parce que eh bien, Elon Musk a libéré, pardon pour cet anglicisme, a révélé certains de ses financements, et entre autres, eh bien donc, cela, c'est pour ça qu'on le sait pour la période 2002-2004, bien évidemment, cela a continué, mais rien que pour 2002-2004, 2 ans, c'est $800 000 qui sont allés soutenir différents groupes anti-chavistes, et en particulier une organisation qui s'appelait Sumate, créée par Madame Machado. Voyez-vous, les choses sont bien faites et fort logiques. Alors, à partir de 2014, les choses vont être plus dures. Ça va être un gel des avoirs et des attaques directes contre des individus, des sanctions individuelles, comme les États-Unis savent en faire, donc contre les dirigeants vénézuéliens,
des soutiens à toutes les élections aux opposants qui, en attendant, se retrouvaient beaucoup à Miami d'ailleurs, où on a fait la fête à partir de vendredi soir et ce week-end pour célébrer la capture de Maduro. En 2017, ça a été un blocus financier. 2017, Donald Trump 1. Donc on voit la continuité de l'action chez Donald Trump. Donc blocage des avoirs financiers. 2018-2019, continuation, embargo pétrolier et isolation diplomatique. Et empêcher même le Venezuela d'acheter certains composants nécessaires pour traiter le pétrole brut, en particulier ce matériau qui s'appelle la nafta, et qui a rendu l'accès aux revenus du Venezuela beaucoup plus compliqué. La saisie des avoirs vénézuéliens dans les banques centrales occidentales, 7 milliards de dollars, c'est beaucoup pour le Venezuela, et le Venezuela n'a pas exactement le pouvoir de la Russie pour s'opposer à ce genre de saisie. Également le blocage des avoirs de l'or vénézuélien dans les banques en Grande-Bretagne et le soutien à tout un flopée d'autres sanctions venant des États-Unis, mais également, je l'ai dit, de l'Union européenne et du Canada. Donc il ne faut pas s'étonner que les choses aient été si compliquées, même si je critique personnellement Maduro et son régime. Donc ce qu'il s'est passé le vendredi soir, le vendredi 2 janvier 2026, l'opération à Caracas et la capture de Nicolás Maduro. Un petit aparté, ça fera faire 2 présidents qui s'appellent Nicolas qui vont se retrouver en prison. Le prénom porte malchance pour ceux qui souhaiteraient être candidats à une élection présidentielle quelque part. Visiblement, ça conduit à la case prison. Bon, blague mise à part. Donc l'opération du 2 janvier à Caracas s'inscrit dans un processus de déstabilisation lourd de la part des États-Unis sur le Venezuela, dont ils n'ont jamais accepté d'avoir perdu le contrôle lorsque Hugo Chavez avait pris le pouvoir. Alors revenons sur l'opération rapidement. C'est une opération secrète américaine qui a permis la capture de Nicolás Maduro. Il faut noter qu'il n'y a aucune résistance militaire notable, l'absence d'action de la défense aérienne et aucun combat visible. Alors on a plutôt eu un récit de la part de Donald Trump de ce combat. Bon, sur les images, c'est assez flagrant qu'il y a très très peu d'affrontements. Et ce sont des indices forts d'une trahison interne ou d'un accord négocié avec des responsables politico-militaires vénézuéliens. C'est une hypothèse, c'est notre hypothèse. On verra ce qu'en dira l'avenir. En tout cas, il y a 2 hypothèses et puis les 2 hypothèses peuvent se croiser. En tout cas, faire une opération dans la capitale alors que cela fait des mois que le Venezuela est encerclé par des troupes américaines, par un porte-avions, par une flotte, qu'a été imposé un blocus aérien, que sont menées des opérations déclarées officiellement de déstabilisation de la CIA dans le pays, on peut s'étonner qu'il y ait une aussi faible résistance du gouvernement, de l'armée vénézuélienne et donc supposer une trahison. Aucune perte américaine, rappelons-le, n'a été signalée. Et ce qui ressemble un peu donc à ce qui s'est passé avec Assad, on peut se demander réellement si Maduro n'a pas été trahi. Alors, quel était l'objectif politique? Maduro a été transféré aux États-Unis pour y être jugé à New York. Alors, petit aparté amusant, moi j'avais rencontré Mamdani au congrès des socialistes, des Democrat Socialists of America, du DSA, en 2017. Il était plus jeune et c'était un soutien inconditionnel au Venezuela. On va voir puisque Maduro va être jugé à New York. Ce qui va le faire, mais quelque chose me dit qu'il va trouver tout ça très très bien. Allez, ça aussi ce sera à voir par la suite. Bon, d'abord notons une chose, et qui a beaucoup d'implications. Maduro a été capturé. Il est maintenant aux États-Unis où il va être jugé. On va revenir plus tard sur le jugement et ce que ça implique. Mais les structures politiques et militaires du régime restent en place. Alors on peut supposer qu'il s'agit soit d'un accord
qui a été passé avec avec une partie du pouvoir actuel en place. On verra ça plus tard. Ou que cela prépare une transition qui sera contrôlée par Washington. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump. Mais là, à ce moment-là, ça serait mettre beaucoup d'espoir dans la seule décapitation du leader, c'est-à-dire Maduro. Mais on sait que c'est une tactique qui est centrale dans la doctrine occidentale, de la manière dont se mène la guerre, en particulier en Israël et aux États-Unis. Et on sait qu'elle a rarement bien fonctionné. On le voit avec le Hezbollah, on l'a vu avec le Hamas, on l'a vu avec l'Iran. Ça ne marche pas très très bien, en fait, in fine. On verra. Donald Trump a lui annoncé qu'il y aurait un jour des élections, mais il a déjà annoncé que le gagnant de ces élections devra être favorable aux intérêts américains. Bon, clairement, l'objectif stratégique, qui que ce soit qui arrive au pouvoir après Maduro, est de sécuriser le pétrole vénézuélien et d'accroître la présence américaine sur le sous-continent américain, où elle est déjà très forte, largement renforcée depuis ces 2-3 dernières années. Là, c'est un pas en plus. On va y revenir, c'est la doctrine Monroe. Et d'ailleurs, Donald Trump l'a clairement indiqué lors de sa conférence de presse. Donc, la méthode employée, les activités clandestines des États-Unis pendant les mois qui ont précédé cette opération, eh bien, impliquent toute une série d'actes de corruption massive et pour la forme, la mise en scène d'une opération militaire. On l'a vu, survol, attaque symbolique, mais peu ou pas de combat réel. Et ça correspond très fortement aux opérations clandestines telles qu'elles ont été menées par les néoconservateurs américains depuis des décennies. De manière globale également, on peut considérer que la Chine, pour le moment, est ridiculisée et voit ses cartes en Amérique latine tomber une à une, d'autant plus que la Chine a été là ridiculisée vu que quelques heures avant que d'être saisi, Maduro avait reçu une délégation chinoise pour négocier sûrement ce qui compte le plus pour la Chine venant du Venezuela, le pétrole. On va y revenir, ça va créer quelques petits problèmes potentiels à la Chine. Bon, évidemment, l'opération est décrite illégale au regard du droit international et assimilée à un enlèvement d'État, à un enlèvement d'un chef d'État souverain. C'est exactement le cas. Les critiques internationales étaient attendues. Elles sont tombées, alors pas dans tous les pays. En France, par exemple, le président, c'est de manière très étonnante, Emmanuel Macron, félicité de la capture de Nicolas Maduro. Mais on rappellera que la France, c'est ce pays où son prédécesseur, François Hollande, avait nuitement reçu un appel d'un sous-fifre de Washington pour lui intimer l'ordre d'arrêter l'avion d'Evo Morales afin qu'il soit fouillé pour vérifier si Edward Snowden n'était pas dedans. Et l'ancien président de la République française, François Hollande, s'était exécuté immédiatement. Voilà. Il aura peu de capacité à réagir à ce qui est la manifestation de la puissance américaine, et c'est ce qu'a voulu faire Trump, montrer que l'Amérique est puissante, après plusieurs défaites concrètement sur le terrain militaire en Ukraine, sur l'incapacité à contraindre économiquement la Russie, et sur l'incapacité à imposer quoi que ce soit à l'Inde par sa politique tarifaire, et carrément perdre la guerre des tarifs douaniers avec la Chine. Donc, c'est un renvoi à la Chine et à la Russie, puisque l'impact géopolitique et le rôle des BRICS, dont Caracas était un allié fort, ont montré qu'ils ne pouvaient pas réagir efficacement, et que les BRICS, et en particulier, bien sûr, ce n'est pas une alliance militaire, mais néanmoins leurs composantes, en particulier Chine et Russie, sont incapables de projection militaire en Amérique latine. Ce qui garantit quand même très fortement le pouvoir américain sur l'ensemble du sous-continent et sur l'ensemble de l'Amérique latine. C'est une potentielle perte majeure pour la Chine et de ce fait, elle dépendra de manière accrue du pétrole russe. Et c'est déjà une pression sur la Colombie et sur le Brésil
pression qu'avait déjà exercée très clairement Donald Trump dans les mois précédents. Alors, la conséquence pour l'ordre mondial, eh bien, c'est le renforcement d'un monde post-juridique fondé sur la compétition de puissance et les zones d'influence. Rien de nouveau avec ce que vous a expliqué jusqu'à maintenant. Il y aura une multiplication probable de guerres par procuration, d'opérations secrètes, d'ingérences directes, d'attentats et d'assassinats politiques. C'est la confirmation de l'entrée, malheureusement, ce début d'année 2026, de l'entrée du monde dans une zone dangereuse de non-respect de normes et de droits et du droit international. Le contrôle américain également du pétrole vénézuélien va permettre de renforcer la pression sur Cuba et l'ensemble de la région, mais surtout sur Cuba. D'ailleurs, Donald Trump a immédiatement fait des menaces directes à Cuba. On reviendra dessus. L'opération sur le Venezuela, qui, je le rappelle encore une fois, dispose de la plus grande réserve de pétrole au monde, même si c'est du pétrole lourd et qu'il est plus difficile à traiter que le pétrole du Golfe, le pétrole iranien ou le pétrole américain. C'est du crude oil, c'est ce que produit également la Russie. Ça demande plus d'efforts, mais néanmoins, c'est la plus grande réserve mondiale de pétrole, 308 milliards de barils, c'est colossal. Et évidemment, si les États-Unis arrivent, on va revenir dessus, si les États-Unis arrivent réellement à prendre le contrôle du Venezuela et surtout du pétrole vénézuélien, cela va faire une recomposition forte du marché pétrolier mondial. La Chine pourrait perdre l'accès au brut lourd vénézuélien et dépendre, elle, à ce moment-là, beaucoup plus de la Russie. Et évidemment, cela aura un effet sur les prix et sur les équilibrages stratégiques. C'est un sujet un peu compliqué, on va y revenir un peu plus tard dans cette vidéo, car certains se sont bien vite emballés en disant « Ah, voilà, la Russie va être battue, le prix du pétrole va tomber très très bas », mais on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois, et soit le prix du pétrole baisse, mais cela implique une vente massive de ce pétrole vénézuélien, c'est-à-dire à la Chine, soit on veut contraindre la Chine et lui couper une partie de ses accès au pétrole, et à ce moment-là, ça augmente le prix, et ça renforce évidemment la Russie, en particulier vis-à-vis de la Chine. Tout ça, on le suivra à l'avenir, mais on va y revenir encore une fois dans la vidéo. Donc on fait face à un succès tactique américain à court terme. À court terme, je le précise parce que ça peut se transformer en catastrophe. Les États-Unis sont les champions des opérations qui réussissent brillamment au début, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, différents pays, et puis avec le temps passant, ou l'Ukraine, coup d'État réussi, régime change parfait, et puis on le voit à la suite, ça tourne plutôt mal, et même en défaveur des États-Unis, on le verra. Il y aura une incertitude stratégique à long terme. Le Venezuela va devenir un élément d'affrontement global entre les États-Unis et la Chine et la Russie. Et Taïwan peut basculer là aussi comme un enjeu plus critique. On le verra également plus tard, car les ramifications de l'opération au Venezuela sont nombreuses. Mais la principale, et je souhaiterais appuyer encore dans cette vidéo l'analyse, c'est qu'à mon avis, à notre avis, le prochain objectif des États-Unis, ce sera le Groenland. Ce qui va encore renforcer les États-Unis et disloquera davantage une Union européenne qui subit bien plus les attaques réelles des États-Unis, son allié supposé, plutôt que celle de la Russie, qui est l'ennemi désigné. Le Groenland, c'est le point important avec cette opération au Venezuela, le point important des 2 dernières semaines. Et le Groenland est étonnamment complètement passé sous les radars médiatiques. Il faut dire qu'il y a eu un petit événement qui s'est produit le 21-22 décembre. Et oui, on était tous occupés par autre chose, sauf vos fidèles serviteurs qui suivent tout cela en détail. Alors, je vous ai dit que l'opération militaire elle-même à Caracas
ressemble plus à du théâtre, on va dire, hein, à une mise en scène de bataille. Mais je dois quand même citer le chef d'état-major des armées américaines, le Chairman of the Joint Chief of Staff, c'est-à-dire l'admiral Dan Kane, qui a pris la parole après Donald Trump, après le ministre des Affaires de la guerre, Pete Hegseth. Il a expliqué un peu l'opération concrètement. Et j'ai beaucoup aimé le passage où il a dit que l'armée américaine a dû riposter de manière défensive à des tirs venant du palais présidentiel à Caracas. Bon, c'est assez amusant qu'on qualifie de riposte défensive quand c'est évidemment les États-Unis qui mènent l'attaque initiale sur un pays souverain. Passons. C'était un petit touche d'humour de la part des Américains, je suppose. Bon, sur la question du droit international, évidemment, encore une fois, c'est une balle dans le genou du droit international. Je reprends la formule à quelqu'un et je rajouterais que là, on n'est plus dans la balle, on est dans la rafale dans les deux jambes. Le kidnapping de Maduro par les USA renvoie à l'invasion au Panama et renvoie le Panama comparativement, c'était une simple escarmouche, une rigolade. Et puis, en termes de droit, puisque certains, encore une fois, se sont félicités de ce qui s'est passé lors de cette opération, ça pose un petit problème en termes de droit aux États-Unis, pas seulement en termes de droit international, puisque le Congrès n'a pas pu jouer son rôle, et on est un peu comme dans une situation comme en France, où on passe par-dessus les instances élues du peuple, en particulier le Congrès. On y reviendra. Donc, on transforme l'accaparement de ressources en une croisade vertueuse, ce qui n'est évidemment pas le cas. Alors, certains ont également fait la comparaison avec l'Ukraine, et c'est fort malvenu, puisque l'Ukraine est la conséquence de la volonté des États-Unis d'étendre l'OTAN à l'Ukraine, et n'a pas été une opération initiale des Russes. C'est quelque chose qui a commencé en 2008, et puis il y a eu un coup d'État, rappelons-le, en 2014 à Kiev, là aussi, largement soutenu et organisé par les États-Unis, comme c'est bien documenté maintenant. Et puis, la Russie a justifié, au regard du droit, celui de l'autodétermination des peuples, son intervention au Donbass pour la protection des populations qui étaient sous le feu de leur gouvernement dans le cadre d'une guerre civile. Alors, évidemment, c'était beaucoup de mauvaise foi de la part de la Russie, mais c'était beaucoup plus fondé juridiquement que ce qui s'est passé là au Venezuela, où il n'y a aucune base légale, à part les récits et les inventions de Donald Trump. Alors, rappelons justement le récit de Donald Trump. Il l'a fait lors de la conférence de presse qui a suivi l'opération militaire au Venezuela. Et il a été parfaitement clair et limpide, et au moins on peut le remercier. Il ne fait pas des circonvolutions, il n'emballe pas, il n'enjolive pas les choses. Il a dit: le gouvernement américain va diriger le pays, le Venezuela. Jusqu'à ce qu'il y ait une transition, ce sont ces termes, vers une direction du pays pro-américaine ou rapprochée des intérêts américains. C'est formidable. Il a dit que de très grandes entreprises américaines, on pensera à Exxon, Chevron, exploiteront le pétrole et récupéreront ce qui leur a été volé. Ce terme est très très important parce que les États-Unis mènent ces opérations de déstabilisation contre le Venezuela depuis des décennies parce qu'ils considèrent que ce qui a été pris, parce qu'ils considèrent que la nationalisation, la réorientation du pétrole vénézuélien, qui n'allait plus dans les entreprises pétrolières américaines, a été du vol. C'est assez amusant. Et il a clairement dit que ce qui a été volé sera récupéré. Si jamais il y a un contrôle effectif du Venezuela, cela implique que les Vénézuéliens peuvent s'attendre à une saignée très très sévère pour rembourser tout ce qui a été volé aux compagnies pétrolières américaines. On appréciera également
à cet égard ce qu'il a dit quand il a parlé de vol des entreprises américaines. Il a dit ils sont venus dans notre hémisphère. Ils, on ne sait pas qui sont ces ils, à part les Vénézuéliens, mais bon, ils sont quand même vénézuéliens, donc ils ont bien le droit d'être au Venezuela. Mais non, ils sont venus dans l'hémisphère, dans notre hémisphère étant celle des États-Unis, et ont volé ce qui appartenait aux États-Unis, puisque, donc, de manière assez claire, Donald Trump considère que ce qui est dans le sol vénézuélien, eh bien, appartient aux États-Unis. Disons-le, nous aussi, franchement, c'est du colonialisme le plus flagrant qui soit, quoi qu'on pense de Maduro. Et puis, il a quand même précisé que ce qui est arrivé à Maduro peut arriver à n'importe qui. Voilà, c'est clair. Préparez-vous, si vous résistez aux États-Unis ou si vous ne vous conformez pas aux politiques commerciales et financières des États-Unis, eh bien, petit pays, dirigeant de petits pays, où que vous soyez, cela pourrait tout à fait vous arriver. Les États-Unis sont prêts à le faire. Évidemment, cela aura des conséquences lourdes. Juste cette phrase aura des conséquences lourdes à l'international. À mon avis, de deux ordres. Certains vont se soumettre et réajuster leur géopolitique en étant encore plus vassalisés aux États-Unis, et d'autres, eh bien, ça va les inciter à se libérer et à trouver des soutiens ailleurs, en Russie, en Chine, en Inde, au Brésil. Au doigt mouillé, je vous dirais que la distance géographique des États-Unis fera qu'on sera dans une situation ou dans l'autre quand on est un dirigeant de petit pays. Ça a été l'occasion pour Donald Trump de réaffirmer de manière officielle eh bien, que la doctrine Monroe est de retour. On va y revenir très spécifiquement. Menace sur Cuba. Donald Trump a mis en garde Cuba après la capture de Maduro, je vous l'ai dit, et il a dit clairement, Cuba est un État en défaillance totale, un pays qui échoue lamentablement. Les gens y sont depuis des années. Les gens y souffrent depuis des années. Nous voulons aider le peuple cubain. Je pense que Cuba va devenir un sujet dont nous allons parler sérieusement, car la situation est très similaire à celle du Venezuela. Ah, c'est signé. Et effectivement, la situation est quelque peu similaire à celle du Venezuela, puisque Cuba, là, c'est maintenant depuis 6, quasiment 7 décennies, subit les pressions des États-Unis, que ce soit blocus financier, blocus commercial, des centaines de tentatives d'assassinat contre Fidel Castro quand il était évidemment vivant, une guerre chimique, une guerre bactériologique, une tentative de débarquement, c'était dans la baie des Cochons, et ainsi de suite. N'oublions pas que le secrétaire d'État américain, donc le ministre des Affaires étrangères, et Marco Rubio, qu'il est cubain et que, en tant que néoconservateur, qui aurait bien souhaité que la guerre en Ukraine continue, il est quand même très très satisfait, comme tous les néoconservateurs, du retour de la puissance américaine brutale en Amérique latine, là au Venezuela, et la menace qui est faite sur Cuba. Évidemment qu'ils vont vouloir agir. D'ailleurs, notons-le, si réellement les États-Unis prennent le contrôle du Venezuela et du pétrole du Venezuela, cela va poser un problème réel et concret immédiat à Cuba, qui était en forte coopération avec le Venezuela et qui profitait de ce qui lui manque le plus cruellement, le pétrole. C'était pas très loin de chez elle. Si le pétrole vénézuélien lui est coupé, les choses vont devenir encore plus difficiles pour Cuba. Alors d'abord, revenons, pour analyser ce qui se passe sur le continent sud-américain, revenons sur la doctrine Monroe. C'est quoi la doctrine Monroe ? Elle fait référence au nom du 5e président des États-Unis, James Monroe, qui était président de 1817 à 1825, qui lui-même avait été diplomate avant. Il avait été également secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères du précédent président, le président Madison. C'est un des pères fondateurs des États-Unis. Et il a affirmé le 2 décembre 1823, il y a un peu plus de siècles donc, que les puissances européennes ne doivent plus intervenir sur le continent américain dans son ensemble. Oui, dans son ensemble. C'est un petit oubli, parce que certains pensent que la doctrine Monroe ne s'applique que
au sud, à l'Amérique latine, au sud des États-Unis. Non, 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 elle s'applique bien dans la doctrine Monroe à l'ensemble des États-Unis, donc Canada et Groenland compris. On va y revenir. Au passage, Monroe, qui est salué, est un planteur esclavagiste, il était propriétaire de centaines d'esclaves. Mais ça, c'est pour l'histoire, c'était une autre époque. Néanmoins, certains apprécieront. Évidemment, Trump relaie la doctrine Monroe en masquant le rapport de force derrière la légitimation protectionniste, puisque la doctrine Monroe était une logique protectionniste. En fait, Trump n'est pas tellement protectionniste. D'ailleurs, il perd une partie de sa base MAGA, puisqu'il rentre maintenant dans des opérations militaires extérieures. On va également y revenir. C'est une vidéo un petit peu longue, désolé, ou peut-être vous trouvez ça intéressant, car il y a énormément d'enjeux et de conséquences. Et on peut noter que la doctrine Monroe est déjà bien active aujourd'hui, puisque eh bien, le sud de l'Amérique latine est de facto sous contrôle américain, puisque le président de l'Argentine, et c'est un certain Javier Milei, vous savez, celui qui est le champion de la tronçonneuse, fuera, que beaucoup de gens aiment bien ici, mais sans se rendre compte qu'il est complètement inféodé aux États-Unis. D'ailleurs, rappelez-vous, en septembre dernier, il avait reçu son petit prix le Global Citizen Award de l'Atlantic Council, comme un autre vassal, Emmanuel Macron. Bon. C'est un pantin des USA, et spécifiquement un pantin d'Elon Musk, puisque les deux sont des libertariens hardcore convaincus. Mais la mainmise américaine se fait de facto aussi sur le Chili, où bien l'extrême droite a le vent en poupe, en Bolivie. Et pour ceux qui se réjouissent un peu trop, encore une fois, de cette arrestation et extradition de Maduro, demain, ce sera le Groenland. On va y revenir. Encore une fois, mais je crois que le Groenland, c'est le point important, et c'est là qu'on va avoir de véritables fractures dans l'Union européenne. Et puis certains ont fait l'hypothèse que Trump pourrait tout aussi bien favoriser la chute de dirigeants qui étaient proches des administrations américaines Clinton, Obama, Biden, c'est-à-dire des démocrates, et qui l'ont accusé d'être nazi quand il était candidat, et qui maintenant, même s'ils font les carpettes, Donald Trump n'est pas du genre à oublier tout cela. Donc Macron, Merz, von der Leyen et compagnie risquent de passer un mauvais quart d'heure, et peut-être que Donald Trump pourrait leur préférer, il leur préfère, c'est clairement le cas, des Mélanie, des Orban, et voire pourrait pousser et inciter, entre autres par les réseaux sociaux, en particulier celui d'Elon Musk, X, eh bien le soutien à des candidats comme Madame Biden ou, qui sait, Monsieur Jordan Bardella, qui a longtemps fait la cour à Donald Trump. Donc faire de l'Europe une extension de l'hémisphère occidental passera sans doute par une forme d'attaque contre l'Union européenne en tant que structure, afin de mieux diviser pour régner. Et je vous le mets en mille, je suis convaincu et certain que ça se fera par le cas du Groenland, qui encore une fois est totalement passé sous le radar médiatique en raison de ce qui vient de se passer au Venezuela, mais également en raison des fêtes de Noël. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement? Eh bien le 21 décembre, Donald Trump a nommé, le 21 décembre dernier, Donald Trump a nommé Jeff Landry, qui est en même temps gouverneur républicain de l'État de Louisiane, celui que Napoléon avait vendu aux États-Unis, a été nommé envoyé spécial des États-Unis pour le Groenland. Donc cette décision s'inscrit dans le cadre de l'intérêt de l'administration Trump pour le Groenland, soulignant encore une fois son rôle stratégique dans l'Arctique et son importance, selon Trump, pour la sécurité nationale des États-Unis. On rappellera ce qu'a dit à plusieurs reprises Donald Trump, le Groenland doit faire partie des États-Unis et c'est nécessaire pour la sécurité des États-Unis. Certains ont considéré que c'était des mots en l'air à la Donald Trump. Eh bien, ce n'est pas plus en l'air que de vouloir nommer le golfe du Mexique, golfe de l'Amérique. C'est très exactement ce que vise Donald Trump.
Alors, ce représentant spécial, il faut bien comprendre qu'il n'a aucune fonction officielle. Là, c'est un représentant spécial, hors cadre du droit international, hors cadre des relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Union européenne, et spécifiquement entre les États-Unis et le Danemark, puisque le Groenland appartient encore, pour le moment, au Danemark. Et Trump, en le nommant, d'ailleurs, vous pouvez aller vérifier cela dans un article du New York Times, il me semble, du Washington Post, puisque ici on ne parle pas des choses. Hein. Il faut aller regarder, il faut lire la presse américaine. Donc Trump a déclaré que Landry comprend à quel point le Groenland est essentiel à notre sécurité nationale. Donc, répétition. Et qu'il sera le meilleur défenseur des intérêts du pays. En soi, c'est une attaque contre le Danemark et contre l'Union européenne. Et d'ailleurs, pour que ce soit encore plus clair et limpide, car ils aiment bien être clairs et limpides, les Trumpistes, on les en remercie. Jeff Landry, le délégué spécial au Groenland, a fait un communiqué sur X en déclarant que c'était un honneur d'occuper ce poste, qu'il occupera de manière bénévole, et qu'il va travailler à faire du Groenland une partie des États-Unis. On peut difficilement être plus clair. Hein. Évidemment, le Danemark, le gouvernement danois, dans la préparation des dindos marrons et des festivités de Noël, a fortement critiqué cette nomination, rappelant qu'elle ne correspondait à aucune instance d'échange entre les deux pays. Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke, Loki, je ne sais pas comment on dit, je ne parle pas danois. Allez, on va faire Lars Løkke Rasmussen, l'a qualifié de complètement inacceptable et a convoqué l'ambassadeur américain pour obtenir des explications. Et pour rappeler que le Groenland est un territoire autonome au sein du Royaume de Danemark et que sa souveraineté doit être respectée. Ils ont dû bien en rigoler au secret d'État américain et à la Maison-Blanche. Le Premier ministre groenlandais, Jens Frederik Nielsen, a lui souligné que cette nomination ne change rien à la réalité locale et que le Groenland appartient aux Groenlandais. Je rappelle qu'il y a des idées qui courent aux États-Unis de payer entre 100 000 et 200 000 $ par citoyen du Groenland pour accepter d'être américain. Compte tenu du fait que le Groenland, c'est moins de 60 000 habitants, ce n'est pas très cher payé. L'acquisition d'un territoire extrêmement important. Et puis rappelons aussi, ce que semble oublier beaucoup, c'est qu'une des plus grandes bases militaires à l'extérieur des États-Unis est la base de Thulé, où il y a énormément de systèmes d'armes aériens, navals et un grand nombre de militaires américains. La base de Thulé, qui est déjà au Groenland et qui de facto fait que le Groenland est un protectorat des États-Unis. Alors ce qui est amusant, c'est que ça aussi, bon, ça a été peu publicisé. Les dirigeants européens, notamment Ursula von der Leyen, se sont plaints de tout cela et ont écrit des messages en réaffirmant la souveraineté des États. Alors c'est amusant parce que 2 semaines après, même pas, 10 jours après, ils se sont félicités du non-respect de la souveraineté du Venezuela et de la saisie de Nicolás Maduro. Dans le monde entier, on n'en parle pas ici, mais c'est apprécié et évidemment moqué. Et oui, ils ont exprimé leur pleine solidarité de la Danemark et affirmé que l'intégrité du territoire danois devait être parfaitement respectée. N'est-ce pas drôle? Alors, si Donald Trump a rappelé la doctrine Monroe, il a fait un petit oubli, parce que la doctrine Monroe a une contrepartie. Hein, parce que la doctrine Monroe dit que les Européens ne doivent pas s'occuper des affaires américaines, du continent américain. Donc, Donald Trump l'applique à la lettre. Le Groenland est sur le continent américain. Les Européens n'ont pas à s'en occuper, doctrine Monroe. Mais il oublie la petite contrepartie du président James Monroe. Eh bien, c'est que les USA ne devaient pas intervenir dans les affaires européennes. Bon. Quand on a la puissance, on fait ce qu'on veut. Alors, du point de vue des États-Unis, imaginons que cette opération au Venezuela réussisse complètement, qu'ils réussissent réellement à prendre le contrôle du Venezuela
d'y avoir un pouvoir qui sera à leur botte, que la rue vénézuélienne et les oppositions seront calmées et que les grandes entreprises pétrolières américaines contrôleront le pétrole vénézuélien. Est-ce que c'est intéressant pour les États-Unis? Eh bien, je suis convaincu que si on considère, si on se met dans la plume d'historiens du futur, ils regarderont la période d'hégémonie américaine de 1991 à 2017 comme une période d'occasion perdue pour, en fait, renforcer la puissance américaine. C'est une période de guerres inutiles, longues, sans succès réel et qui ont coûté très, 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 très cher aux États-Unis. On pense à l'Irak, aux 2 guerres d'Irak, à la Syrie, à la Libye, à l'Afghanistan et maintenant à l'Ukraine. Quel gain! Par contre, dans les années 60-90, la domination, avec la doctrine Monroe, de l'Amérique latine a été, en termes de puissance, un moment très intéressant pour les Américains. Et donc, surtout si les États-Unis, ce qui est notre hypothèse, la fréquence populaire, prennent le contrôle du Groenland, eh bien, en termes de puissance, Donald Trump, en termes de puissance brute, je ne parle pas de morale, de droit international, en termes de puissance brute pour les États-Unis, Donald Trump aura obtenu un succès colossal. L'accès à des ressources supplémentaires, pétrolières, de terres rares, d'or au Groenland, pétrole évidemment au Venezuela, mais il y en a aussi au Groenland, les terres rares du Groenland, et eh bien sécuriser les approvisionnements américains. Si les historiens compareront les deux périodes, et clairement c'est ce que réalise l'administration Trump, qui va maximiser la puissance réelle des États-Unis et non pas la période hégémonique. Encore une fois, en plus, Donald Trump se met les néocons dans la poche, qui étaient un peu contre lui pendant la campagne présidentielle. C'est important à l'horizon des élections de mi-terme. Et évidemment, un succès militaire, comme il est présenté comme tel, eh bien, favoriseront les élections de mi-mandat, de mid-terms pour Donald Trump. Et ça rentre dans la logique qui était déjà celle de Donald Trump 1. Donc, dès 2017, Donald Trump avait embrassé le fait que eh bien, le monde était devenu multipolaire et que donc, dans le cadre d'un monde multipolaire, il fallait accroître la puissance régionale des États-Unis. C'est très exactement ce que fait Donald Trump. On voit une continuité de sa pensée, de son action politique, contrairement à ceux qui considèrent qu'il n'est que brouillon. Encore une fois, ce n'est pas une réflexion morale, c'est une réflexion de réaliste. Donald Trump maximise sa puissance là où il peut réellement la maximiser. Et il laisse tomber là où eh bien, ce n'est qu'un gouffre financier, à savoir, et une défaite garantie, à savoir l'Ukraine. Alors revenons sur ce qui a été dit. En particulier ceux qui sont très atlantistes, pour qui il n'y a qu'une seule nation. Il y en a des comme ça, hein, des gens menés, c'est les États-Unis, et qui se sont beaucoup félicités. Alors, il y en a qui ont considéré que le gouvernement américain allait diriger le Venezuela. Alors, je vous ai dit, ce genre d'opération américaine, on a travaillé l'hypothèse si ça fonctionnait, mais ça, historiquement, ça n'a pas toujours très très bien marché. Et on va travailler sur 2 hypothèses. Alors, soit il y a un accord avec le pouvoir en place, c'est-à-dire l'actuelle vice-présidente du Venezuela et en particulier le pouvoir militaire, ce qui expliquerait le fait qu'il n'y ait pas eu de combat réel lors de l'attaque du palais présidentiel. Et l'autre hypothèse, c'est un changement de complet du régime. L'avenir nous le dira, mais ça a des conséquences différentes. Pardon. Évidemment, le Venezuela est aujourd'hui dans une phase de crise majeure, avec de facto un vide du pouvoir, après la capture de Maduro, même si la vice-présidente a dit eh bien, que le Venezuela se défendra. Oui, je rappelle aussi que durant la conférence de presse, Donald Trump avait clairement précisé que, eh bien, il y a eu une vague, un assaut, qu'il a été très bien mené, que c'était brillant, que l'armée américaine est la meilleure du monde, est la plus belle, la plus forte et la plus dorée,
mais qu'il y avait une deuxième vague qui était prête à intervenir au cas où cela aurait échoué. Et cette deuxième vague, eh bien, il a quand même menacé ceux qui sont au pouvoir au Venezuela de la déclencher. Évidemment, l'arrestation de Maduro ne fait pas reculer les troupes américaines et n'a pas sonné le rappel des forces spéciales américaines de la CIA qui se trouvent sur le territoire actuellement du Venezuela. Donc la menace est là, l'épée de Damoclès est là, sur le pouvoir en place actuel au Venezuela. Alors, cette crise au Venezuela est marquée par une opposition réelle entre le gouvernement actuel et une bonne partie de la population quand même qui est opposée à l'ingérence américaine. Et une fraction de l'opposition qui accueille favorablement l'intervention comme un moyen de changement politique. Bien que cette fraction plutôt bourgeoise, plutôt aisée, qu'on va retrouver à Miami, eh bien, a un soutien populaire relativement faible, en particulier quand il s'agit d'interventions étrangères sur le sol vénézuélien. Notons bien que dans le cadre de la mauvaise gestion économique, on va le dire comme ça, du Venezuela, de la corruption réelle qu'il y a eu dans ce régime, eh bien, il y a de nouvelles élites politiques qui sont installées là depuis maintenant 2 décennies, et elles ne vont pas vouloir perdre leur pouvoir et juste le rendre aux anciens, comme Madame Machado, qui a reçu, je vous rappelle, le prix Nobel de la paix, et qui a dit qu'elle était prête à renverser le gouvernement. Elle-même ne fera rien, elle est prête à renverser le gouvernement. Elle a dit qu'elle était prête à recevoir l'aide américaine pour renverser le gouvernement et devenir présidente, même si Donald Trump l'a critiqué très fortement. Alors, je ne sais pas s'il l'a critiqué fortement pendant la conférence de presse parce qu'il est toujours mécontent de ne pas avoir eu le prix Nobel de la paix, mais qu'elle l'a eu, ou alors si c'est parce qu'il y a en fait un accord avec certaines branches du gouvernement, en particulier des militaires, actuels au Venezuela. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et oui, et donc, il y aura nécessairement un conflit si les anciens qui étaient là au pouvoir avant Chavez, c'est-à-dire il y a plus de 25 ans, reviennent au pouvoir. Eh bien, ça posera, évidemment, un problème majeur, puisque les nouvelles élites vénézuéliennes ne vont pas être d'accord, et que les choses ne se passent pas en général dans la dentelle lorsque on prend quelque chose à quelqu'un ou qu'on veut le reprendre, le redonner. D'ailleurs, et c'est là que ça pose problème, et que Donald Trump ouvre des possibilités diverses, c'est que dans sa conférence de presse, il a dit que, eh bien, non seulement ce qui a été volé aux compagnies pétrolières américaines devrait être restitué, mais que également, eh bien, ceux qui ont été spoliés, l'ancienne bourgeoisie vénézuélienne, pourraient récupérer ces biens. Évidemment, ça ne risque pas de plaire à ceux qui sont actuellement au pouvoir ou qui ont profité du régime Maduro. Une petite remarque concernant Madame Machado. Les Européens qui, pour certains, comme Emmanuel Macron, se sont félicités de la saisie de Nicolas Maduro, ont permis les événements au Venezuela. D'abord, comme je vous l'ai dit, en suivant les États-Unis dans leurs attaques contre le régime, en particulier financières, mais aussi en faisant de Madame Machado le prix Nobel. Mais aussi, le Parlement européen lui a accordé la même année, on avait fait un article là-dessus, le prix Sakharov, on avait appelé Madame Machado le prix Nobel de la guerre, donc prix Nobel de la paix, prix Sakharov du Parlement européen, prix Václav Havel, tout ça en 2025 et 2024. Donc les Européens ont préparé symboliquement, de facto, la justification, l'intervention en dévoyant ces prix et en les donnant à une dame qui, elle a le droit, est opposante au régime Maduro, mais elle n'a pas œuvré pour la paix. D'ailleurs, elle a fait un coup d'État, participé à un coup d'État, on l'a rappelé en 2002, et elle s'est montrée tout à fait ravie de l'attaque de son propre pays par une puissance étrangère. Mais d'ailleurs, avant, elle avait dit il faut que les États-Unis viennent au Venezuela et ils pourront profiter, les compagnies pétrolières américaines pourront faire beaucoup d'argent avec le pétrole du Venezuela. Bon, les Européens ont trouvé ça formidable. Il ne faudra pas être surpris quand l'addition viendra, et je pense encore une fois, je me répète, qu'elle viendra sur le Groenland. L'autre problème, c'est qu'au Venezuela, il y a énormément d'armes en circulation. Si je ne me trompe pas,
C'est après les États-Unis le premier pays où il y a d'armes par habitant, avec des gens qui ont déjà déclaré sur les réseaux sociaux qu'ils défendraient la souveraineté de leur pays, où il y a une réelle et très très forte criminalité, de réels gangs, pas ceux qui sont inventés par Donald Trump. Et il y a déjà eu des manifestations massives de protestation pour ce qui est considéré comme une escalade impérialiste et une guerre coloniale, donc ce qui a été mené contre le Nicolas Maduro. Donc il y aura des gens qui vont s'opposer aux sanctions, aux pressions militaires, aux opérations clandestines, d'autres qui les demandent. Tout ça sont des ferments d'une guerre civile potentielle au Venezuela, guerre civile qui n'est jamais bonne pour l'exploitation de pétrole. Évidemment, malgré, il y a également le fait qu'une partie de l'Amérique latine, alors moins l'Argentine, le Chili et la Bolivie, on en a parlé, ils sont quand même très très défavorables à un retour à ce qui pourrait s'apparenter à une période des opérations Condor, et donc c'est-à-dire la mise en place de dictatures militaires soutenues, voire formées, structurées par les États-Unis, comme au Chili, comme en Bolivie, comme au Brésil, comme en Argentine, avec des milliers de gens assassinés, des dizaines de milliers de gens emprisonnés, torturés. Bon, l'Amérique latine pense toujours les blessures de cette époque. Donc ça peut considérablement jouer dans ce qui va se passer au Venezuela. Rien n'est encore joué sur le terrain pour savoir qui va réellement prendre le contrôle du Venezuela. Alors, on le disait, certains considèrent que c'est très intéressant pour faire pression sur la Russie et la Chine, mais on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. C'est même Deripaska, qui est un des oligarques russes proches de Poutine. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les oligarques russes, c'est celui que Poutine avait critiqué, lui a demandé de rendre son stylo pendant la crise de 2008, quand il avait signé un accord dans une usine. Bon, la scène était restée célèbre, donc c'est celui-là. Il a dit les États-Unis vont faire une pression sur les États-Unis, ils vont se servir du pétrole pour augmenter la production et baisser le coût du baril à $50, ce qui va considérablement peser sur le budget de la Russie. Bon. Mais encore une fois, s'ils font cela, eh bien, ça implique que ce pétrole vénézuélien doit être vendu, et en particulier à un des plus gros consommateurs, celui qui avait déjà des accords avec le Venezuela, c'est-à-dire la Chine, et donc favoriser la Chine. Et donc, il faudra choisir l'un ou l'autre, soit favoriser la Chine, soit favoriser la Russie. Mais il est vrai que, et là on se met dans le temps plus long, avant Donald Trump, les États-Unis ont été très très mécontents de l'Arabie Saoudite, puisque sous Joe Biden, pendant la guerre en Ukraine, depuis février 2022, eh bien, il a été demandé 3 fois par les États-Unis et l'Union européenne à Ben Salman, le dirigeant de l'Arabie Saoudite, eh bien, de augmenter la production de pétrole afin de réduire le prix mondial pour nuire à la Russie, en tout cas qu'elle ait moins de moyens pour mener sa guerre en Ukraine. Et ce qui s'était passé, c'était un accord entre l'Arabie Saoudite et la Russie pour réduire la production, ce qui fait que les deux y gagnaient plus. Donc, relativement, l'Arabie Saoudite, s'il y a encore une fois réellement un contrôle américain sur le pétrole vénézuélien, va perdre de son pouvoir et pourrait se retrouver forcée à se réaligner à nouveau sur la politique énergétique imposée par les États-Unis, voire se rapprocher, redevenir complètement vassal des États-Unis. On verra, je ne sais pas. Là encore, le premier acheteur de pétrole, c'est la Chine, pour l'Arabie Saoudite. La Chine et la Russie ont un rôle très fort en Arabie Saoudite. Elle est beaucoup plus loin des États-Unis que le Venezuela. Et ça peut tout à fait mener à une autre réaction, surtout après l'affaire du gel des avoirs russes et MBS, Mohamed Ben Salman, le dirigeant d'Arabie Saoudite, avait déjà dit que ça conduirait à bloquer ses réserves, de sortir ses réserves
les réserves de l'Arabie Saoudite des chambres de compensation européennes. Donc il est possible qu'il y ait au contraire un retrait. Donc un changement complet d'allégeance de la part de l'Arabie Saoudite. On le verra. Et puis s'il y a cette politique de baisser le prix du baril en augmentant la production, en augmentant la production de pétrole vénézuélien, eh bien ça va peser sur les producteurs de schiste, de gaz de schiste américains, qui eux ont besoin d'un prix élevé du baril de pétrole pour que leur extraction de schiste soit rentable. Là aussi, on ne peut pas poursuivre de lièvre. Or, les États-Unis ils vendent énormément de gaz de schiste, de GNL, de gaz liquéfié à l'Europe depuis qu'ils ont réussi à couper l'apport de l'énergie, en particulier du gaz et du pétrole russe, à l'Europe. On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Certains, même en même temps, se diront, quand au mois d'août, Madame von der Leyen avait signé un accord de coopération, enfin plutôt une capitulation générale avec Donald Trump, elle s'était engagée à ce que l'Union européenne achète pour 750 milliards de produits hydrocarbures américains sur les 3 prochaines années. Et les experts se disaient, mais les États-Unis n'ont pas tout cela. Bien maintenant, ils l'ont, s'ils arrivent évidemment à avoir un contrôle réel sur le pétrole vénézuélien. Il pourrait être vendu à l'Union européenne. Par contre, si les Américains décident de réduire la production, ou plutôt de ne pas la vendre à la Chine, eh bien, ça pose un autre problème pour eux, car dans ce cas-là, le prix du baril ne va pas baisser drastiquement, comme l'espèrent ceux qui sont en soutien à l'Ukraine, et par contre, cela forcera la Chine à se rapprocher plus de la Russie, ce qui est, je vous le rappelle, le cauchemar géopolitique des États-Unis, et que l'administration Donald Trump, dans les négociations qu'elle a avec la Russie, eh bien, essaye non pas de casser l'alliance sino-russe qui est solide, mais de mettre un peu de flou, un peu de distance, se rapprocher un peu de la Russie, car c'était Zbigniew Brzezinski qui le disait, et Kissinger, une alliance forte entre la Russie et la Chine est très dangereuse pour les États-Unis. Évidemment, on a noté que cela fragilisait les BRICS. Alors, oui, et que cela ait peut-être envoyé un message aux pays qui cherchent à sortir du système dollar. Oui et non. Il faut rappeler que le Venezuela avait été proposé pour entrer dans les BRICS et qu'il a été bloqué par le Brésil, pour tout un tas de raisons qu'on vous avait expliqué lorsque nous étions au sommet des BRICS à Kazan, et que peut-être les BRICS justement sentaient la fragilité du Venezuela. Là encore, c'est incertain, tout est possible, rien n'est évident en relations internationales. Ce qui s'est passé avec le Venezuela, encore une fois, peut inciter des pays, surtout qui sont géographiquement éloignés des États-Unis, eh bien, à rompre définitivement les liens et à basculer le plus possible vers un système financier où le dollar ne soit pas principal, afin bien justement d'éviter de risquer, d'être contraint, puis de subir éventuellement des coups d'État ou des régimes change, ce que personne évidemment ne veut. Donc le renforcement de l'hégémonie du dollar, peut-être, et peut-être pas. Ça peut avoir un effet absolument contraire, surtout si le Venezuela ne se transforme pas en quelques semaines en un pays adorant les États-Unis, mais en un chaos complet de guerre civile. Rappelons également que les États-Unis, en le mettant sur le dos des pauvres Ukrainiens, qui pour une fois, dans cette affaire, ne sont absolument pas responsables, ont détruit Nord Stream. Or, ils ont créé une jurisprudence. Vous imaginez bien que pour des Russes, si jamais il y avait une pression sur le baril, détruire des installations pétrolières de surface est beaucoup plus simple, en particulier en collaboration avec des agents cubains. Je fais de la politique fiction, mais convenez que l'idée peut germer chez les dirigeants du Kremlin en cas de pression baissière sur le prix du baril en se servant des installations pétrolières vénézuéliennes nouvelles, puisqu'il faut quand même faire toute une série d'investissements lourds de la part de des entreprises américaines pétrolières qui contrôleront le pétrole
vénézuélien, il faut faire des investissements lourds pour que cela devienne rentable. Une fois les investissements faits, comme une fois les investissements ont été faits pour Nord Stream, une explosion malencontreuse peut briser les rêves de puissance pétrolière et financière. Surtout que les explosions et les attaques peuvent se reproduire de manière assez facile. En tout cas, cela sécurise de manière très certaine l'approvisionnement énergétique pétrolier des États-Unis vers l'Occident et renforce la mainmise nette des États-Unis sur l'hémisphère occidental du monde, sur la zone OTAN de manière claire et nette. Ça va être très très compliqué pour les États européens d'avoir une quelconque forme d'indépendance dans le cadre actuel de l'organisation des relations entre l'Union européenne et les États-Unis. Un petit mot sur ce qui va advenir de Maduro, puisque il y aura un procès à New York. Alors, Donald Trump a affirmé que Nicolás Maduro est le chef d'un cartel. Il s'est référé à 2 cartels. L'un d'entre eux, c'est le cartel de los Soles, le cartel des soleils, qui est une organisation que l'administration américaine considère comme une structure de trafic de drogue dirigée par les responsables vénézuéliens et une organisation terroriste qui s'attaque aux États-Unis. Pour ceux qui ont écouté la conférence de presse de Donald Trump, on était quand même... Ça, c'était la partie délirante de Donald Trump. Donc, il a considéré que le cartel vénézuélien, que le Venezuela avait libéré les prisonniers, les criminels, les fous des asiles psychiatriques. Alors après, il revenait, oui, il doit y avoir sûrement plus de criminels que de fous, mais néanmoins, il y en a plein. Ils ont déversé tout ça sur les États-Unis. On pense à tous ces pauvres enfants qui ont été kidnappés, violés, massacrés, jetés sous les ponts des États-Unis. Les gens ne prendront plus jamais les ponts comme avant. Bon, là on était dans le délirium tremens à Donald Trump pour mettre la responsabilité sur Maduro d'être le responsable de ce cartel de Los Soles. Et donc, qu'il est responsable d'un trafic international de cocaïne et d'autres produits de contrebande. Et selon Washington, selon la Maison-Blanche actuellement, ces structures, cartel des soleils, c'est contrôlé par des hauts gradés militaires vénézuéliens. Donc peut-être ceux avec qui ils ont passé un accord pour qu'il n'y ait pas de réel combat. C'est pour la blague. Et des membres du gouvernement, dont Maduro, qui est présenté comme le dirigeant et le chef de ce cartel. Voilà, donc sur cette base, les États-Unis ont désigné le cartel de Los Soles comme une organisation terroriste en 2025, en incluant des accusations formelles contre Maduro. Alors, il faut faire quelques remarques sur l'existence réelle du cartel. Il n'existe pas de structure criminelle officiellement reconnue au Venezuela sous ce nom, comme organisation de type des cartels mexicains classiques tels qu'on les connaît. Parce que le cartel de la drogue renvoie aux cartels très très existants à la frontière des États-Unis, qui semblent eux ne pas embêter Donald Trump. Certains spécialistes, y compris l'International Crisis Group, ont remis en question l'existence formelle d'un tel cartel, le cartel de Los Soles, qui n'existerait même pas réellement. Et le terme, il est venu d'un récit, et il vient historiquement de l'insigne en forme de soleil porté par certains généraux vénézuéliens. Et il a été repris tel quel par les médias et les autorités américaines pour décrire des réseaux de trafic liés à des militaires ou à des cadres de pouvoir. Bon. Même les services du renseignement américain considèrent que Maduro n'est pas le chef d'un tel cartel. Alors, le procès, passons sur le fait qu'il soit extrêmement étrange de faire un procès aux États-Unis d'un dirigeant d'un État souverain. Et encore une fois, qu'on l'aime, que l'on n'aime pas, qu'il soit à la base d'une corruption dans son pays, plutôt devrait être fait au Venezuela. Après une transition démocratique, si ça devait être fait. Passons. Ça n'est possible, d'ailleurs, encore une fois, qu'avec l'extraterritorialité du droit américain. Extraterritorialité du droit américain.
La même qui s'est appliquée à Frédéric Pierucci, qui s'est retrouvé pendant 2 ans en prison aux États-Unis, ce haut cadre d'Alstom, pour forcer Emmanuel Macron et François Hollande à vendre Alstom aux États-Unis. Bon. Alors, il y a, de l'époque Biden, un acte d'accusation du département de la justice de New York, SDNY, qui date de 2020, et qui met Maduro et plusieurs hauts responsables, il y en a d'autres, agissant comme les dirigeants et gestionnaires du cartel de Los Soles, dans une conspiration de narcoterrorisme. Bon, ça va être compliqué comme procès. Si jamais il se tient réellement, il va falloir amener des preuves, même aux États-Unis, même en utilisant l'extraterritorialité du droit américain. Il faut quand même amener des preuves formelles. Si même les services de renseignement américains considèrent qu'il n'est pas chef de ce cartel, ça va être dur de le condamner pour quelque chose qu'il n'est pas. Voilà, donc la position officielle du gouvernement, c'est ce qu'a dit Donald Trump lors de son intervention, et que Maduro était à la tête de ce cartel. Voilà, et il faut quand même dire que les services de renseignement américains, encore une fois, je répète, ont publiquement contredit Trump sur le fait que Maduro dirigerait les Tren de Aragua, parce qu'il y a l'autre, lequel lui existe, un cartel de Tren de Aragua. Il en a parlé aussi également pendant sa conférence de presse, et pas cartel de Los Soles, qui semble être carrément une chimère, encore une fois. Le cartel lui-même n'existerait pas. Et de toute façon, les services de renseignement tendent à dire, américains, que Maduro ne serait pas à la tête d'un cartel unifié. Bon. Voilà, donc de toute façon, ce cartel des soleils, c'est un terme parapluie pour des réseaux de corruption et de trafic qui impliquent des dirigeants et des militaires au Venezuela. Encore une fois, on n'est même pas dans un cartel spécifiquement de la drogue. Voilà. Donc pour beaucoup de spécialistes, il y a bien un système de corruption et de participation de certains officiels du Venezuela à des trafics, dont les trafics de drogue, mais pas de preuve de l'existence d'un super cartel unifié dont Maduro serait le chef. Voilà. C'est même les rapports de la DEA, la Drug Enforcement Administration, qui eux-mêmes, donc ceux qui traquent, dans les films on les voit, ceux qui traquent les narcotrafiquants, eux, ils désignent plutôt la Colombie et le Mexique comme les véritables autoroutes du fentanyl et de la cocaïne. Le Venezuela, ayant une production de cocaïne dérisoire, occupe une place très très périphérique dans l'économie réelle du crime et du narcotrafic. Donc c'est les termes même de l'agence des États-Unis qui s'occupe des narcotrafics. Vous voyez, le procès, ça va être compliqué. Et tout cela rappelle un peu, même très fortement, les mensonges concernant les armes de destruction massive lors de l'invasion de l'Irak en 2003. Vous vous souvenez de Colin Powell avec sa petite fiole là à l'ONU, disant qu'ici, voilà, c'est la preuve qu'il y a des armes de destruction massive. Et puis rions un petit peu, parce que allez, alors qu'il avait déjà gagné les élections en 2024, en novembre 2024, en décembre 2024, celui qui était poursuivi pour terrorisme, pour le coup très très réel, un certain Al-Joulani, patron de différentes organisations djihadistes terroristes, est devenu chef de la Syrie. Donald Trump l'a reçu, donc lui il était officiellement poursuivi par la justice américaine pour terrorisme avec une récompense de $10 millions. Bon, quelques mois après, Donald Trump le recevait à Washington et trouvait que c'était un great guy, un gars super, formidable. Il n'est pas certain que les justifications de Donald Trump laissent une quelconque... à part les super supporters de Donald Trump, ait un quelconque effet sur les consciences. Maintenant, il y a aussi encore une fois, le sujet est très compliqué, très long. Il y a des conséquences aux États-Unis. D'abord sur la base MAGA, parce que pour beaucoup, ils percevaient Donald Trump comme quelqu'un de réellement protectionniste, de quelqu'un qui réellement voulait arrêter les conflits et pas s'engager dans de multiples autres conflits. Il y a déjà eu l'Iran, il y a eu la guerre très largement oubliée du Yémen, qui a duré 6 semaines, d'avril à mai 2025.
qui a été un échec pour les États-Unis. Mais il y a un problème également avec le Congrès des États-Unis, qui est une victime collatérale de l'intervention au Venezuela. Pardon. Car l'opération militaire qui a conduit à l'enlèvement de Nicolás Maduro et de son épouse à Caracas a été décidée par Donald Trump sans consultation ni information préalable du Congrès. Pourtant, qui est constitutionnellement compétent en matière de guerre, comme c'est le cas en France. C'est pareil en France. On a déjà plusieurs dirigeants qui passent un petit peu par-dessus cette règle démocratique de base, ces règles constitutionnelles de base en Occident. Donc les dirigeants républicains du Congrès ont soutenu l'opération sans critiquer cette mise à l'écart, tandis que les démocrates, évidemment, ont dénoncé une action illégale et imprudente, tout en rappelant que Maduro reste considéré comme un dictateur illégitime. Mais le débat s'est porté sur la légalité constitutionnelle et va se reporter sur la légalité constitutionnelle. Il y a déjà eu des affrontements depuis des mois avec cette opération au Venezuela, puisque Donald Trump a été accusé par des congressmen démocrates et républicains, beaucoup ayant servi dans l'armée, de prendre des décisions sans passer par le Congrès, comme par exemple la destruction de bateaux vénézuéliens causant la mort de plus de 100 personnes, sans qu'il n'y ait jamais aucune preuve de la raison de l'engagement de l'armée américaine, et que ça contrevenait à la Constitution des États-Unis. Il y a un conflit fort politique aux États-Unis sur ce sujet. Donc rappelons le cadre. Le président des États-Unis peut lancer des opérations limitées, spéciales, en urgence, mais doit informer le Congrès sous les 48 heures et obtenir un vote si elle dure plus de 60 jours. Bon, là, vous le savez, ça fait des mois que cette opération militaire se prépare, des mois qu'une énorme armada américaine dans la mer qui se prépare à débarquer dans les airs se forme. Certains se plaignent que l'opération contre Maduro n'est pas quelque chose de surprise, mais que ça fait partie d'une préparation. D'ailleurs, Donald Trump a lui-même parlé d'une deuxième vague, donc en préparation. Et donc, les prérogatives parlementaires américaines sont mises à bas et non respectées. Alors, la Maison-Blanche, encore une fois, justifie que l'opération, par rapport à la Constitution américaine, en disant qu'il s'agissait d'un trafiquant de drogue. Voilà. Et que Maduro est impliqué pour un narcoterrorisme aux États-Unis. On a vu juste précédemment combien tout cela n'a aucun sens, même pour les instances qui s'occupent américaines qui s'occupent de narcotrafic. Et Trump, en plus, a évoqué son intention de diriger le Venezuela et d'exploiter ses réserves pétrolières, ravivant, évidemment, les accusations de guerre pour le pétrole et le risque d'enlisement. Et normalement, ça devrait être un débat au Congrès des États-Unis. On comprend qu'ils sont un petit peu vexés. Donc oui, les républicains critiquent peu l'opération, même si certains le font. Certains ont exprimé un malaise. Bon, c'est poli. En particulier chez les élus très très MAGA, les plus isolationnistes. On a même vu une partie des soutiens de Donald Trump qui considèrent qu'ils sont pour une vision impérialiste, et ont appelé à passer totalement par-dessus toutes les règles et carrément aller maintenant à l'attaque de Cuba, ce dont rêve Marco Rubio. Donc on voit les tensions aux États-Unis ne sont pas évidentes, et historiquement, le Congrès des États-Unis a un certain pouvoir qu'il s'est manifesté. On verra comment cela va se passer, d'autant plus qu'il y a les élections de midterm qui arrivent aux États-Unis. Donc voilà, l'enlèvement de Maduro provoque aux États-Unis un débat majeur sur la légalité constitutionnelle, le rôle du Congrès et le retour d'une politique interventionniste américaine en Amérique latine, que beaucoup ne sont pas prêts à accepter, encore une fois, chez les MAGA. Voilà ce que l'on peut dire de cette opération au Venezuela et de ses conséquences. Et bien évidemment, j'aimerais rappeler qu'évidemment, l'opération de changement de régime actuellement menée par Washington demeure inacceptable en regard du droit international. Donald Trump, il avait annoncé le retour de la doctrine Monroe, qui fait de tout le continent américain une zone d'influence exclusive des États-Unis, Groenland comprise.
et il met désormais cette doctrine en œuvre par une opération militaire contraire au droit international. Et bien évidemment, la saisie que je suppose venir bientôt du Groenland, eh bien, sera là encore plus au-delà du droit international et posera les Européens dans une situation très complexe. Évidemment, quant à l'argumentaire de la lutte contre le narcotrafic, il prête à sourire, on a compris, ça n'a aucun sens. Surtout pour un président qui graciait il y a 2 mois l'ancien président du Honduras, condamné et élu pour trafic de drogue. Encore une fois, Al-Julani, il n'y a pas si longtemps. Bon, c'est comme ça. Et il ne faut pas être étonné, puisque tout cela a été déjà annoncé dans la stratégie nationale de sécurité américaine, NSS 2005, que nous avions analysé sur pop.media. Donc Donald Trump, il marque certes une rupture dans la politique étrangère américaine, mais bien moins profonde que ne veulent le faire croire certains atlantistes français, influencés par le courant néoconservateur. Cette intervention est tout aussi illégale que celle de l'Irak en 2003 ou de la Serbie en 1999 ou contre la Libye en 2011, pour ne citer que quelques exemples. Seul change de prétexte et la zone géographique. Et face à cette réalité, face à cette Amérique offensive, eh bien la France, contrairement à ce qu'a fait Emmanuel Macron, devrait adopter une position ferme et constante, articulée autour de 2 principes. D'abord, en finir avec le 2 poids 2 mesures. Le droit international, notamment celui des Nations Unies, ne peut pas être interprété au gré des États concernés, ni instrumentalisé selon les circonstances. Bon, ça c'est une base qu'on a de plus en plus de mal à comprendre les dirigeants européens, comme les Américains. Et c'est aussi la condition de la crédibilité de notre parole, déjà affaiblie par des postures dangereuses et des actions illégales, comme justement la guerre en Libye avec les Américains, puisque nous avons de facto servi de supplétif à Barack Obama en 2011. Ensuite, il faut sortir d'une vision manichéenne du monde. Il n'existe pas de division simpliste entre les gentils et les méchants, mais un système de rapport de force entre nations, et c'est le grand mérite, on peut le dire ainsi, de Donald Trump, de le rappeler très clairement, puisqu'il l'affirme par des mots dans ses conférences de presse. Donc, dans ce cadre, la France devrait défendre le droit international onusien, pas les règles internationales à géométrie variable des États-Unis, la paix, quand c'est possible, la stabilité, toujours, tout en assumant pleinement la poursuite de ses propres intérêts, comme nous l'y enjoignait le général de Gaulle, et de le faire sans œillères ni idéologie. Voilà. Donc, dans cette perspective, la France devrait condamner avec la plus grande fermeté l'ingérence illégale des États-Unis au Venezuela, qui menace de déstabiliser non seulement le pays, ce qui est déjà le cas, mais l'ensemble de la région et plus globalement, les relations internationales. Voilà. Et notre pays devrait chercher à avoir une stature internationale qui soit celle du général qu'avait posé le général de Gaulle, donc avoir une parole stable, cohérente, souveraine, y compris vis-à-vis de notre vieil allié américain, qui ne manque pas une occasion de nous mettre des bâtons dans les roues. On peut penser au discours de 1966 de Phnom Penh, le courageux discours du général de Gaulle de Phnom Penh, qui condamnait sans détour l'intervention américaine au Vietnam, et qui est l'exemple emblématique de ce que devrait être la parole d'un chef d'État français qui défend les intérêts de la France. Les nations ne respectent que les États véritablement souverains et clairs dans leur positionnement, non des vassaux ou des faibles. Et c'est ce qu'est malheureusement la France aujourd'hui vis-à-vis des États-Unis, un État faible et vassalisé. C'est là-dessus que se termine cette très très longue vidéo sur les conséquences de l'opération américaine au Venezuela. Encore une fois, bonne année à tous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé, de la partager, de la commenter. Nous reviendrons sur ce qui se passe au Venezuela, mais aussi sur l'Iran, sur l'Ukraine, très très vite. N'oubliez pas d'aller sur notre site www.fpop.media, où vous avez accès, en renseignant juste votre email, à l'ensemble des articles qui ont été produits, des analyses que nous faisons, des vidéos sans aucune publicité. Il vous suffit de renseigner cet email, c'est gratuit. Et ceux qui le peuvent, vous pouvez nous aider à continuer le travail que nous faisons
soit en allant en bas de cette vidéo et en allant sur la page Stripe ou Tipeee de Fréquence Populaire, nous faisons un petit don, soit en prenant un abonnement volontaire sur pop.media à partir de 2 €, c'est-à-dire un café par mois. Et puis, ceux qui le souhaitent, je vous rappelle qu'il y a toujours la possibilité de devenir sociétaire. Et vous avez là également le lien en bas de cette vidéo où tout cela vous est expliqué de manière claire. Je vous remercie tous pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Et encore une fois, bonne année à tous, que cette année vous sourie. Au revoir. Yeah.